Pourquoi les candidats à des élections présidentielles dans certains pays occidentaux ont ce besoin instinctif de s'agenouiller devant le sioniste et de baisser leurs baguettes? Pourquoi les présidents de la République dans certains pays occidentaux ont tendance à être soumis aux sionistes? Vous trouvez pas ça anormal? Moi aussi. Je m'appelle Jean-René Salessienne. Donc je suis emmerdé par des sionistes ou des francs-maçons depuis 2021. Et du coup, je souhaite partager mon expérience avec eux. Et ça se fera au travers de mon l'affaire de l'allégorie, de la balance, de la meute. Donc ce dont je vais vous raconter sera réparti au travers de plusieurs vidéos, dont des vidéos plutôt introductives, donc que des parties introductives, et des vidéos où je rentre un peu plus dans les détails, qui sont réparties par chapitre. Certaines vidéos introductives sont tellement denses que j'ai décidé de les répartir par section. Donc chaque section correspondant à une vidéo, donc c'est juste pour rendre la chose un peu plus digeste. Mais dans tous les cas, que ce soit les vidéos, les parties introductives ou les vidéos qui sont réparties par chapitre, il y aura des résultats de captation d'images, vidéos, de sons, de sionistes de formation au travail, ou d'agents dépositaires de l'autorité publique, sionistes ou francs-maçons, qui sont dans cette logique de provocation. Et dans tous les cas, je serai aidé au moyen d'éléments de code de droit français et d'éléments d'ouvrages en lien avec le droit français. Je donne juste quelques exemples. Il y aura le code de procédure pénale que je vais beaucoup utiliser, en 2026. Ensuite, procédure pénale en cas pratique, 7e édition de Nicolas Jeanne. Procédure pénale, un gros bouquin de 1800 pages quasiment, de Serge Guinchard, Jacques Buisson, 17e édition. Code civil, code de procédure civile, etc., etc. Pourquoi ai-je besoin d'autant de livres? C'est que vous allez le découvrir, c'est que j'ai été trahi par de nombreux avocats, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale. Et du coup, pouvoir prouver mes allégations, je vais m'aider de leur petit travail. Alors, pour les parties introductives, j'ai déjà trouvé les intitulés. La partie introductive numéro 1 s'intitulera La meute. Donc là, il y aura 2 sections, donc deux vidéos associées à cette partie. Partie numéro 2, les 4 étapes, donc 4 étapes par lesquelles je suis passé pour être en mesure de comprendre le fonctionnement de la meute. Donc la meute, vous verrez ce que c'est au travers de mes vidéos. Donc ça, il y aura 4 étapes, chaque étape sera une section, donc il y aura 4 vidéos associées à cette partie introductive. Partie introductive numéro 3, donc c'est là où vous ferez connaissance avec la Gestapo juive de manière plus juridique, les provocations policières à la commission d'infraction, et notamment on parle de ce que je parle de provocation policière, ça émane d'agents dépositaires de l'autorité publique, sionistes ou francs-maçons. Donc là il y aura des éléments de capture de son, des vidéos de policiers, d'agents dépositaires de l'autorité publique de manière générale, qui sont dans cette logique de provocation. Ensuite, la partie introductive numéro 4 portera sur les sources du conflit. Là aussi, il y aura 4 sections, 4 vidéos par derrière. Ensuite, vidéo numéro 5, partie introductive numéro 5. Donc là, il n'y aura qu'une seule section, donc une seule vidéo. Donc là, c'est là où je parlerai de la perte de souveraineté de la France vis-à-vis du sionisme. Et la partie introductive numéro 6, c'est là où je parlerai de mes parties de chasse aux francs-maçons, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique,
Donc là, il y aura deux sections, donc deux vidéos. Vu qu'on va passer pas mal de temps ensemble, j'ai souhaité vous faire part d'un petit générique. C'est un DGSI ou un DGSE? Vous ne m'approchez pas, monsieur. C'est un DGSI, DGSE. Voilà ensemble, dans le cadre de l'affaire de l'allégorie de la balance de la meute, donc, première vidéo introductive. Donc ça va être scindé en deux sections. Dans une première section, je vais parler des différents acteurs qui sont concernés. Et dans une seconde section, je vais parler des finalités du fonctionnement en mode meute des sionistes ou des francs-maçons. Alors, les acteurs en présence, on est en présence de deux types d'acteurs, donc soit des cibles politiques, ou soit la meute. Donc, d'abord commencer par parler des cibles politiques. Avant de parler de cibles politiques, avant que je donne ma définition, envisageons les définitions proposées par les codes français. Et ce qui se rapproche le plus de cibles politiques, ce sont les délinquants politiques ou les criminels politiques au sens du code de procédure pénale. La notion de délit politique, on la retrouve notamment à l'article 41-2 du code de procédure pénale, que l'on va regarder vite fait ensemble. Dans cet article du code de procédure pénale, il est question notamment de composition pénale. Alors, l'article 41-2 dispose ainsi: le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique. Donc là, on va avoir la définition de ce que c'est qu'une composition pénale. Donc, on va proposer une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale, d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 5 ans. La phrase n'est pas terminée, mais moi, personnellement, ça me suffit. Ce qui est important, c'est que la personne physique doit reconnaître avoir commis un ou plusieurs délits particuliers. Et le truc, c'est que lorsque tu es une cible politique, tu ne le sais pas forcément. Tu commences à savoir que tu fais l'objet d'une mesure administrative lorsque tu te retrouves soudain, assez souvent dans des tribunaux judiciaires,
ou quand tu fais l'objet de mesures administratives incompréhensibles, de mesures de sûreté sur des fondements incompréhensibles. Donc c'est là où tu te dis qu'il y a un problème. Et du coup, tu ne le sais pas, mais on te le fait comprendre. Donc c'est là où, lorsqu'on parle de composition pénale, où on dit que la personne physique pourra reconnaître son délit, c'est que dans le cadre d'une infraction politique, entre guillemets, vu que tu ne le sais pas, donc tu ne peux pas la reconnaître. Et du coup, à l'avant-dernière alinéa de l'article 41 du Code de procédure pénale, qui dispose ainsi: les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délit de presse, de délit d'homicide involontaire ou de délit politique. Voilà. Donc c'est cohérent que le procureur de la République n'envisage pas cette option dans le cadre de composition pénale, de proposer ça à des délinquants politiques. La composition pénale est une alternative aux poursuites par le procureur de la République, mais le procureur de la République dispose de nombreux modes de poursuite, et parmi lesquels les infractions politiques ne sont pas applicables. Alors, je vais juste en citer quelques-uns. Pour ce faire, je vais m'aider du livre La procédure pénale en cas pratique, 7e édition de Nicolas Jalles, et ce à partir de la page 208. Et parmi ces éléments, donc, il y a les modes de poursuite nécessitant un déferment qui sont énumérés à partir de l'article 393 du Code de procédure pénale. Je vais juste m'y rendre. Donc il y a la convocation par procès verbal, la comparution immédiate et la comparution différée, qui ne sont pas applicables aux infractions politiques. Et ce qui est corroboré par l'article 397-6 du Code de procédure pénale. Donc du coup, il reste quoi? Il reste les modes de poursuite ne nécessitant pas de déferment, comme la comparution volontaire, la citation directe ou la convocation par officier de police judiciaire, qui sont mentionnés à partir de l'article 389 du Code de procédure pénale. Et moi-même, ayant été emmerdé et inquiété et condamné surtout par des juges sionistes ou francs-maçons, j'ai goûté à la convocation par officier de police judiciaire. J'en parlerai plus dans la vidéo introductive numéro 3 qui traite des provocations policières à la commission d'infraction par notamment la Gestapo juive. Il y a quand même une définition qui approche l'esprit de cible politique, une définition assez proche, qui se trouve dans la partie consacrée à la criminalité organisée. Dans le premier article du titre qui parle de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée et au crime, c'est l'article 706-73. Il y a une liste de crimes et de délits que le législateur estime très graves, et c'est parce qu'il estime très graves ces crimes et ces délits qu'il y a des mesures et des sanctions adéquates. Donc je donne juste quelques intitulés de ces crimes, ces délits. Donc premièrement, crime de meurtre commis en bande organisée. 1 bis, crime de meurtre commis en concours, avec un ou plusieurs autres meurtres. Crime de torture et d'actes de barbarie commis en bande organisée. Troisièmement, crime et délit de trafic de stupéfiants. Donc on voit qu'il y a que des crimes et des délits qui sont graves. Et dans son 11e bis, on a les crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. Donc il y a l'esprit de trahison par derrière. Ensuite, à l'article juste après, il est question de
délits, à peu près du même sort, de délits politiques. Donc là, c'est toujours dans le 11e de l'article 706-73-1 qui dispose ainsi: délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, blablabla, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d'emprisonnement à 5 ans au moins. Donc là, on parle de délits, et lorsqu'on regarde pareil la liste des délits qui sont juste autour, ce sont des délits qui sont extrêmement graves. Lorsqu'on prend un peu de recul, je fais comme une distinction entre les infractions super graves que je viens d'évoquer et la cible politique. La cible politique, ce sera quelqu'un qui va emmerder soit l'oligarchie en place, soit des communautés qui sont puissantes. Après, si une communauté est puissante, c'est qu'il y a une raison par derrière, une raison légitime. Donc ça, on va décortiquer la chose au travers de plusieurs vidéos. Et là, c'est pas une communauté puissante, c'en est deux, mais avec des fonctionnements analogues. Ensuite, en deuxième catégorie d'acteurs dans cette affaire, donc on a les cibles politiques, on a la meute. Donc, qu'est-ce que j'appelle la meute? Alors, la meute est composée pour moi de 3 catégories. Première catégorie, il y a les sionistes et les francs-maçons travaillant pour divers services d'enseignement. Seconde catégorie, donc tu as des gens qui ont le travail, donc qui n'ont pas forcément de contrat avec les services de renseignement, mais qui vont être approchés par les sionistes ou les francs-maçons appartenant à divers services de renseignement, et qui vont accepter de réaliser des actions positives ou des omissions de manière à provoquer un stimulus chez la cible politique. Et ça ne sera pas fait gratuitement, ils seront rétribués pour. Il y a une logique financière par derrière. Il y a également une logique idéologique par derrière. Mais il y a surtout une logique financière par derrière. Et juste pour faire le lien avec des changements législatifs récents, notamment dans le cadre de la loi narcotrafic, il y a une loi qui a été votée, je vais vous la trouver. Alors, c'est l'article 15-6 du Code de procédure pénale qui dispose ainsi: les services de police et de gendarmerie, ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1, peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits. Donc ça, c'est dans le cadre des dispositifs qui ont été amenés par la loi narcotrafic. Après, ce type de fonctionnement de rétribuer des informateurs, entre guillemets, ça existe déjà dans le cadre de traitement des cibles politiques. Troisième catégorie de personnes qu'on trouve dans la meute, ce sont les appâts. Donc l'appât, c'est quelqu'un qui sera là au bon endroit, au bon moment, de manière à provoquer un stimulus, mais il ne fera que ça en fait. Ce sera ça son rôle. Ça peut être une fille vénale, pas forcément une prostituée, mais une fille vénale, qui sera là au bon endroit, au bon moment, de façon à ce qu'il y ait une interaction avec la cible politique, qu'ils couchent ensemble, et dès que cette personne sera rétribuée par les sionistes ou les francs-maçons appartenant à divers services d'enseignement, ces gens vont attaquer en justice la cible politique pour viol ou pour agression sexuelle. Dans la même philosophie, tu peux avoir des appâts de type racaille ou de type jeune de cité, qui seront là au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir provoquer la cible de telle manière à ce que la cible politique puisse péter un câble et pourquoi pas attaquer la racaille ou le jeune de cité en question. Mais dans tous les cas, le système judiciaire va toujours prendre parti pour les appâts, parce que c'est le système judiciaire qui les envoie
s'en prendre à la cible politique. Le raisonnement que je viens de faire concernant les 3 catégories de personnes que l'on retrouve dans la meute, ça vaut aussi bien pour les adultes que pour les mineurs. C'est-à-dire que pour la première catégorie de personnes, les sionistes ou formations apportent à différents services d'enseignement. Mais tu as des majeurs et tu as des mineurs également. Donc il faut faire que ça. Ensuite, la deuxième catégorie, les personnes qui n'ont pas de boulot, mais qui vont occasionnellement être sollicitées par les sionistes ou formations appartenant à différents services d'enseignement et qui vont être rétribuées pour leurs actions ou leurs omissions qu'ils vont faire pour pouvoir provoquer ce stimulus chez la cible. Donc là aussi, le pendant pour les mineurs, parce qu'il y a des mineurs qui vont à l'école, comme un grand nombre de mineurs, et ceux-ci, occasionnellement, peuvent être sollicités par les éléments de la première catégorie. Et toujours dans le même esprit, il y a également des apparts qui sont mineurs également. Pour voir les choses de manière globale, il n'y a pas que des adultes dans ce que j'appelle la meute. On a vu les acteurs en présence, donc à savoir les cibles politiques et la meute. Maintenant, on va passer à la seconde section qui va porter sur les finalités du fonctionnement de la meute. C'est un DGSI ou un DGSE? Vous ne m'approchez pas, monsieur. C'est un DGSI, le GSE.